Jambo, Hote, Panisogoma, Nakangadef, Gemnani Yangichi Jam. Je suis Marcelin Inidabo, je suis docteur en contrôle commande de systèmes dynamiques. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie, je suis également chercheur indépendant. Donc aujourd'hui, suite aux différentes vidéos que j'ai eu à faire jusque-là, je vais vous parler à nouveau des systèmes dynamiques du second ordre, dans le sens de la boucle ouverte. Donc on donne une impulsion en entrée, on regarde ce qui se passe en sortie. Et donc, la vidéo précédente, quand j'ai abordé les systèmes du second ordre, je vous ai parlé des systèmes dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1. Je vous ai parlé aussi d'une notion très importante que j'ai introduite, qui s'appelle la constante de temps d'un système dynamique du second ordre, quel que soit le coefficient d'amortissement, quelle que soit sa pulsation naturelle. On va refaire un petit passage sur ce que j'ai présenté dernièrement pour ce qui est des systèmes du second ordre. Alors, je reprends. On a le modèle mathématique ici pour un système du second ordre. Le A0 d'habitude, il est ici, il multiplie S de t. Donc, en divisant par A0 et en supposant bien sûr que c'est un terme qui est non nul, nous avons le gain statique ici à droite par rapport à l'entrée de notre système. La sortie du système est là, S de t, je rappelle, sa dérivée et sa dérivée seconde. D'accord? Les termes A1 sur A0 et A2 sur A0 par identification paramétrique ou par identification plutôt membre à membre, paramétrique au sens que ici c'est un paramètre, là c'est un paramètre. Donc cette identification paramétrique va nous donner que A1 sur A0 correspondrait à 2 xi sur oméga n et A2 sur A0 correspondrait à 1 sur oméga n carré et le B sur A0, lui, va correspondre à l'expression B sur oméga n carré ici. D'accord? Ensuite, nous avons vu qu'il y a différents cas. Pour tout système du second ordre de cette nature que nous considérons, le cas pour lequel le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, ceci nous donne la solution suivante, OK, où on a toujours une fonction exponentielle. Alors ça, c'est dans le cas des systèmes autonomes, c'est-à-dire pour lesquels le B là, qui est le gain au niveau de l'entrée, est nul. Nous avons un deuxième cas qui est celui pour lequel le coefficient d'amortissement est égal à 1, donc un système à amortissement critique. L'expression de la réponse est donnée comme suit. Nous avons un troisième cas pour lequel qu'on appelle les cas des systèmes fortement amortis. Donc le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1 et nous avons cette expression suivante. Hier, en tout cas la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à ce type de système du second ordre, je disais que dans ces cas-là, la sortie de notre système, ok, euh, lorsque le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, donc le cas des systèmes fortement amortis, c'est exactement la même solution, en tout cas la même forme de solution pour le cas des systèmes faiblement amortis, donc dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1, puisque les expressions sont identiques, avec seulement pour différence les fonctions trigonométriques utilisées. Dans ce cas-ci des systèmes faiblement amortis, nous sommes dans la trigonométrie circulaire. Voici pourquoi nous avons des sinus et cotangentes qui sont les plus connus. Et une expression importante sous la racine carrée, c'est qu'on a un moins xi carré. Dans le cas des, des systèmes qui sont fortement amortis, nous avons la même expression avec comme changement les fonctions trigonométriques qui sont dans la géométrie hyperbolique. Donc, nous avons le sinus hyperbolique ici, la cotangente hyperbolique. La racine carrée que nous avons ici, c'est au lieu d'être 1 moins xi carré dans le cas des systèmes faiblement amortis, nous avons xi carré moins 1, puisque le xi est strictement supérieur à 1, comme on peut le voir ici. Et pour le cas des systèmes à amortissement critique, nous avons ici une dynamique qui bouge sur une droite, poussée par une fonction exponentielle, d'accord, et enveloppée en tout cas par une fonction exponentielle convergente. Attention, je rappelle encore une fois que je ne traiterai que les cas des systèmes dynamiques stables. Donc, nous convergeons vers le point d'équilibre.
Comme j'ai eu à le faire remarquer la dernière fois, c'est que le 1 sur 6 oméga n qu'on voit ici, c'est ça que je définis comme étant notre constante de temps. Dans cette vidéo, nous traiterons le cas des systèmes dynamiques dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1 et nous verrons comment qu'il est possible de calculer, d'accord, à partir de cette définition que j'ai introduite encore une fois, donc la constante de temps d'un système dynamique du second ordre, nous verrons comment, à partir de cette définition-là, il nous est possible de calculer de manière précise le temps de réponse dans le transitoire pour n'importe quel système dynamique dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1. Alors, dernière chose, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, lorsque le coefficient d'amortissement est nul, c'est-à-dire ce terme-là nul, nous avons un terme du second ordre plutôt, nous conservons ce terme de la dérivée seconde, nous conservons ce terme de la variable, et donc c'est un système qui est purement oscillant, dont la solution peut être écrite de cette manière-là. Alors, si vous êtes prêts, nous allons y aller. Donc, hier, j'ai présenté les différents profils des résultats que nous pouvons observer pour les systèmes autonomes. Nous avons ici les systèmes pour lesquels on est soit fortement amorti, soit à amortissement critique. Les réponses sont données ainsi. Là, nous passons au portrait de phase pour les systèmes qui sont oscillants. Ici, pour les systèmes à amortissement critique. Et là, pour les systèmes fortement amortis qui vivent dans la fonction que multiplie la fonction exponentielle vit dans un monde hyperbolique et nous avons en fait là sa réponse en termes de portrait de phase qui est décrit de cette façon-là. Nous avons vu également hier par rapport au coefficient d'amortissement qui est strictement inférieur à 1, comment on peut calculer, comment on peut positionner la constante de temps qui est 1 sur xi oméga n sur la réponse de notre système autonome. En fait, à quel pourcentage de la condition initiale on peut positionner ce temps de réponse-là. D'accord? Cette constante de temps-là plutôt. Si je prends un exemple ici, si j'ai un coefficient d'amortissement qui vaut 0,3, je peux positionner sa constante de temps, c'est-à-dire 1 sur xi oméga n, à la valeur de moins 37,2. Il suffit de regarder la vidéo précédente pour que vous puissiez vous rendre compte, j'y ai pris le même exemple. Aujourd'hui, je vais m'appesantir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur des systèmes dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1 et nous allons voir tout à l'heure quelques exemples qui décrivent ce système-là. Pour vous, j'ai considéré que mon coefficient d'amortissement vaut 1,65. Donc, quand j'ai 1,65 comme coefficient d'amortissement ici, ma constante de temps par rapport à un tel système est positionnée à 90% de la condition initiale. C'est ce que dit le tableau. D'accord? Lorsque j'ai un coefficient d'amortissement ici, je positionne ma constante de temps à une valeur fixée de pourcentage de la condition initiale qui vaut 90,42. Identiquement ou de manière analogique, si j'ai un coefficient d'amortissement qui vaut 1,85, je fixe ma constante de temps à une valeur qui correspond à 92% de la condition initiale. Et dans le cas particulier où j'ai une constante de temps qui vaut 1,65, que j'ai noté ici, donc le temps de réponse du système autonome à 2% toujours de la condition initiale, vaut ce coefficient-là qui est 11,952 que divise la pulsation naturelle. Et à différents pourcentages, 5, 10, 20% de la condition initiale, nous avons les différents coefficients correspondants. Par rapport à tout ce qui est temps de montée, c'est exactement ce que nous avons ici également, c'est avec ces formules-là qu'on calcule les différents temps de réponse et temps de montée, excusez-moi, qui caractérisent la réponse de notre système autonome. Comment j'ai fait pour calculer ces formules-là, pour
déterminer ces formules-là, c'est toujours sur la base d'une définition que j'ai donnée, qui est celle, comme je le répète encore, de la constante de temps de tout système dynamique du premier ordre, quelle que soit sa pulsation naturelle, quel que soit son coefficient d'amortissement. Et donc, le coefficient alpha R, il est là, il vaut 1. Donc, ça nous permet, quand on le prend qu'il est égal à 1, cela nous permet de calculer notre temps de montée au pourcentage correspondant qui est ici. Et donc, ceci que vous voyez là, c'est ce que j'ai défini comme étant la constante de temps relative. Nous y reviendrons. Donc ça, c'est une notion aussi que j'ai introduite. Nous reviendrons d'un point de vue plus approfondi sur ces théories-là. Maintenant, tous ces éléments-là, bien sûr, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, sont regroupés dans ce livre-là dont je suis l'auteur, que j'ai intitulé Système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification, le design et la commande. Et donc, ceci est un marque-page cadeau que je vous fais. Donc, vraiment, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, ce livre paraîtra en deux versions. Là, nous avons pour le moment que la version française. La version anglaise est en cours de préparation. Et maintenant que nous avons vu tout cela, nous pouvons passer, nous pouvons passer aux simulations. Donc, je considère ici un système dynamique. Vous voyez là, c'est toujours pareil. Je définis mon coefficient d'amortissement, je définis la pulsation naturelle qui est calculée de manière aléatoire ici. Je définis un gain. Là, j'ai les paramètres qui correspondent à mon modèle. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente. Ici, lorsque je vais sur mon modèle qui est là du second ordre, regardez, on regarde à l'intérieur, ça traduit l'équation différentielle, d'accord? Et donc, ces coefficients B2, oméga n, A2, 0, A2, 1, A2, 2, c'est ce que vous voyez ici. OK? Ces coefficients que je calcule de manière précise à partir des données d'entrée que j'ai ici, que sont la pulsation naturelle et le coefficient d'amortissement. Et les valeurs qui sont là sont des valeurs qui bougent plutôt entre 1,1 jusqu'à 1,9 que j'ai pris comme exemple. Et entre-temps, je compléterai. Ce sont des 1, ici. Maintenant, je prends les conditions initiales. Donc, je peux prendre une entrée. Je vais vous montrer déjà une entrée d'un système autonome. D'accord? Donc, je pars ici de la condition initiale pour les systèmes autonomes qui vaut 1. Je fais les calculs. Je lance la simulation. Et puis, je trace les courbes. Et à partir des courbes, puisque nous avons pris le 1,65 comme le xi qui est supérieur à 1 ici, je vais chercher la valeur correspondante, qui est le 1,65 ici. D'accord? 1,65 est là. Et à partir d'ici, j'en calcule les performances temporelles que sont la constante de temps de mon système selon ma définition, les temps de réponse également qui sont associés et dont j'ai donné toutes les formules. Allons-y pour les simulations. Donc, la simulation va être bientôt terminée. Et bien sûr, donc j'aurai les résultats qui s'affichent sur la gauche. J'ai les résultats qui s'affichent et j'ai le tracé de courbe. OK? Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons bien regarder tout ceci. Vous voyez que ici, le temps de réponse, la constante de temps, elle vaut ici 0,0664. D'accord? Donc, dans, dans ce tableau-ci,
Je suis à 1,65, donc je suis ici. Si je veux positionner ma constante de temps, je dois la positionner à 90% de ma condition initiale. C'est ce que je m'en vais de ce pas faire. Donc, 90% de la condition initiale, je me mets ici. Je cherche à être à la bonne position. Je viens prendre un curseur ici. Et donc, je cherche le 90%. Bien, me voilà au 90%. J'ai une valeur de 0,0656. Le taux ici, il vaut 0,066. C'est à peu près pareil ici, hein. C'est au millième qu'il y a une différence. D'accord? Donc, je peux arrondir à 66 ici. OK? Donc, ça, c'est la constante de temps de mon système, dont le coefficient d'amortissement vaut 1,65. Et la pulsation naturelle, je ne connais même pas la pulsation naturelle pour le moment. Par contre, à partir de ce que je viens de voir qui est le taux, je peux déduire ma pulsation naturelle d'ici, ce qui va me donner la valeur suivante. Donc, j'aurai oméga qui est égal à, puisqu'il est calculé de manière aléatoire, il est égal à 1 que divise 1,65 multiplié par le taux qui est la constante de temps ici. Et ça me donne le oméga qui est à 9,1334. Maintenant, vérifions pour voir. Est-ce que ce oméga n, c'est celui-là qui a bien été calculé de manière aléatoire? Vous voyez que c'est tout à fait le bon oméga n, dont je ne connais pas la valeur au départ, et que je peux directement connaître en dérivant, en déduisant de l'expression du calcul de la constante de temps, sa valeur. OK? Maintenant, nous allons passer au temps de réponse à 2%. Comme vous pouvez le voir ici, il vaut 1,3086. Je rappelle que ce sont des valeurs qui sont juste calculées ici, hein. C'est calculé ici. Ce n'est pas tiré d'ailleurs, c'est calculé ici parce que j'ai les formules que j'ai moi-même introduites. Donc, partons à 2%. 2% de la condition initiale me permet de me positionner ici et je vais essayer de chercher la valeur la plus précise que je pourrais avoir. Voilà, donc je suis à 1,3081 et vous voyez ici que je suis à 1,3086, c'est quasiment pareil. Je passe à 5%, donc j'atteins les 5%, je suis à 1,0109. Ici, pour les 5%, je suis à 1,0106. Les valeurs sont très proches, comme je disais. Je passe à 10%. Et donc ici, à la valeur de 10%, j'ai du 0,786. Je regarde ici à 10%, j'ai effectivement du 0,786. D'accord? En termes de temps de réponse, le 20% maintenant, à 20%, j'ai 0,5612. Ici, j'ai 0,5611. Donc, vous voyez que le calcul, les formules sont correctes pour pouvoir faire cette simulation-là. Ensuite, je regarde maintenant ce qu'on appelle les temps de montée. En termes de temps de montée, je me positionne à 80% et à 20% par exemple. Euh, Là, je vais chercher très rapidement le 20%, être au plus près de 20%. Voilà, ici, il faut que je sois à du 80%. Je suis à 0,1088. Donc, le 80-20, il doit me donner un temps de 0,4524. C'est ce que je vais calculer.
Je vais avoir la chose suivante, 0,5612, duquel je retire 0,1088. Ça me donne du 0,4524, comme on peut le voir ici, 0,4524. OK? Et donc, je cherche la valeur à du 90%, et là, à du 10%. Donc, je vais faire la différence entre 0,786 et 0,0, comme vous pouvez le voir ici, 656. Ça me donne du 0,7204 qui est le temps de réponse entre 90 et 10. Et ce que je vais faire, je vais simplement faire ceci. Je vais l'évaluer. Et vous voyez que les valeurs sont très proches l'une de l'autre. 0,7208 pour le calcul théorique, 0,7204 pour le calcul à partir des données de simulation de la figure. OK? Donc, ça, c'est la réponse à 90-10. Je vais chercher la réponse à 95 et 5%. On va considérer que je suis à 95% ici. Et là, si je dois passer au 5%, je cherche la position de 5% avec plus de précision, ce qui va me permettre, bien sûr, comme vous l'avez compris déjà, de calculer le temps de montée entre les deux pourcentages fixés. Donc, ça me fait du 1,0109, duquel je retire cette valeur-là, qui est le 0,0421. 0,0421, ça me donne du 0,9688. Et donc, je récupère cette valeur-là en faisant juste le changement suivant. Donc, on a vu que c'est entre 5 et 95%. Ça me donne 0,9686. Ici, j'ai 0,9688 que je viens de calculer, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il me reste le dernier temps, 98%. OK, 98% à peu près. Et ici, je vais à 2%. Donc, je vais chercher le 2%. J'ai du 1,3081. 1,3081, duquel je soustrais 0,0246, ce qui me donne 1,2835. D'accord? Et donc, cette valeur-là, c'est entre 98 et 2%, comme cela a déjà été calculé précédemment. Regardez le résultat. Ici, c'est 1,2835 et là, 1,2839. Waouh, damane. Ndax li safu la laa wax. Ça, c'est en Wolof, ça veut dire est-ce que ça te plaît pas vraiment comme résultat? Voilà. Donc, nous venons de voir qu'il est tout à fait possible pour un système autonome d'avoir ce type de caractéristiques que sont les performances temporelles qu'on peut clairement calculer avec des formules spécifiques et précises concernant un coefficient d'amortissement qui est strictement supérieur à 1. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'automatique, depuis que j'ai étudié les systèmes dynamiques du second ordre, je n'ai jamais vu ce type de résultat. Donc, si cela est avéré, je le dis euh, avec tout simplement les faits, si cela est avéré, c'est une innovation que j'introduis dans
le monde du contrôle-commande des systèmes dynamiques pour la première fois. D'accord? C'est une innovation que j'ai introduite. Personne d'autre n'a eu à faire ça dans l'histoire du contrôle-commande des systèmes dynamiques. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Si vous, vous êtes au courant, ben, partagez et puis faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais de ce pas reprendre un autre système de coefficient d'amortissement. Vous avez vu ici, je peux calculer pour 1,85. Je vais aller chercher volontairement le coefficient d'amortissement 1,9. D'accord? Et à partir, pour ce coefficient d'amortissement également, je pourrais vous donner les valeurs que je viens de calculer. Donc, je change le coefficient d'amortissement, je l'amène à 1,9. La pulsation naturelle a toujours une valeur aléatoire. Ici, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je ne vais pas le changer. Je vais venir demander que ça se fasse en échelon. Avec une condition initiale pour l'échelon, tout est fixé à 0. Et à partir de là, je lance une nouvelle simulation. Et bien sûr, le 1,9, ben, les coefficients sont également donnés dans mon calcul, bien sûr. Si tu veux que je te donne ça, ben, il faut acheter le livre, hein, le livre que je t'ai présenté. Donc, dedans, j'ai tous les détails. C'est vraiment un nouveau paradigme et ce livre-là, j'espère qu'il va t'aider à mieux approfondir ce que tu cherches à voir. Juste pour voir la valeur maximale que j'ai, super, je suis à 0,98, donc on pourra calculer aisément le temps de réponse à 0,98. D'ailleurs, tiens, nous allons commencer par ça. Euh, j'ai parlé du calcul des temps de réponse à 2%. Eh bien, ce 2%-là pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1,9, c'est ce qu'on va voir. Et n'oubliez pas que pour les systèmes autonomes, des systèmes autonomes vers les réponses indicielles, donc des réponses de systèmes autonomes vers les réponses des systèmes indiciels, en ce qui concerne les pourcentages, pour les conditions initiales nulles, bien sûr, il suffit tout simplement de venir prendre ici le complément à 100%. D'accord? Donc 100 moins 2, ça fait 98. C'est pourquoi vous voyez que je me suis positionné ici. Et il suffit que je baisse un tout petit peu cette valeur pour être le plus proche de 98%. Nous allons voir que le résultat du tracé colle avec le résultat du calcul théorique, avec les formules que j'ai eu à introduire en contrôle commande des systèmes dynamiques. Donc là, je suis à 1,7013. Regardez le résultat ici. 1,7017. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Oh. Alors, nous passons également au 95%, 97, 97, et là, nous arrivons à peu près au 95%, et ici, ça me donne un temps de réponse à 1,3113. Qu'avons-nous ici? Bingo, 1,3114. Donc, les formules que je donne sont des formules qui sont précises. Vous voulez que je vous les montre? Ces formules-là, elles sont ici. Voilà, les constantes sont là. Voilà les constantes. OK, qui vous permettent de calculer le temps de réponse pour un coefficient d'amortissement qui vaut 1,9. Je passe à 10%. Donc 10% là-bas correspond à 90% ici. Je suis donc presque à 90% ici. Et là, je suis à 1,0162. Le 90%, il est là, 1,061. 161, vous voyez? Donc les deux sont assez proches. 1,0162, 1,0161. Et je finis avec le temps de réponse à 80%. Je cherche le 80%. Voilà. Et donc, avec cette valeur-là, j'ai du 0,721. Du 0,721 à peu près à 80% que je trouve ici. Maintenant, regardons les temps de réponse. Ces valeurs-là sont données par, si je me positionne ici, ben, je cherche un deuxième point que je vais placer, par exemple, ici.
Je remets en place le point à 80%. Je vais chercher le 20%. Et ensuite, je vous donnerai le temps de monter. OK. Donc là, ça veut dire quoi? Je vais prendre le 0,7211, duquel je retire 0,1299. Et ça me donne du 0,5912. Le temps de monter ici, vous voyez que j'ai du 0,5909, 0,5912. Je rappelle juste que si vous visualisez bien ici, c'est entre 80 et 20%, d'accord, pour le système autonome, et donc 20 à 80% pour la réponse indicielle. Maintenant que j'ai pris celui-là, je vais chercher le 10%. Et donc, sur le 10%, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce temps-ci. Je vais chercher mon 90%. Et là-dessus, j'ai ce temps-là. Donc, j'ai 1,0162, duquel je retire 0,0763. Et ça me donne du 0,9399. Et si je viens chercher le temps de réponse ici, il est là. Donc, c'est du 0,9402 et vous voyez qu'ici, c'est du 0,94 en réalité. Donc, ça colle. C'est le temps de réponse entre 10 et 90%. Je viens chercher ici le 95%. « 95%, ici, je vais chercher le 5%. Quand je viens chercher le 5% ici, donc le temps de réponse entre 95 et 5%, ça va me donner 1,3113 moins 0,0481 qui est tout en bas. Ça me donne 1,2632. Et donc, par rapport à la formule de départ qui est là, j'ai aussi du 26,36, OK? 1,26,36. Là, j'ai 1,26,32. La différence, c'est juste au niveau du 10 millième. OK? Maintenant, je vais chercher enfin le temps de réponse entre 98 et 2%, ici. Et puis, je vais vous montrer comment je peux déduire la pulsation naturelle très facilement. Voilà, je vais chercher le temps de réponse à 2%. Que vaut-il à 2%? Il vaut 0,0278. 0,0278. Celui à 98%, que vaut-il? 1,7013. Donc, moins 1,7013. Ça me donne du moins 1, mais c'est parce que j'ai juste fait exprès là. Il suffit juste d'en prendre la valeur absolue. OK? Et donc ici, je viens prendre cette valeur-là qui est ici, que j'évalue pour qu'elle soit au plus proche de celle qui est calculée. Donc, je prends la valeur absolue de cette réponse-là, 1,6735, et là, 1,6739. Pareil, la précision est de l'ordre du 10 millième ici. D'accord? Donc, nous avons vu qu'il est tout à fait possible de calculer le temps de réponse au pourcentage désiré de la valeur finale, OK, sur la base de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que tout système dynamique du second ordre, présenté sous une forme classique qu'on connaît en fonction de transfert, ou alors plutôt en système dynamique, présenté de cette façon-là, OK, n'a qu'une seule et unique constante de temps qui est égale à 1 sur xi oméga n. Ça, c'est une notion que j'ai introduite. Je le répète encore une fois, bien sûr. Et donc, à partir d'ici, que faisons-nous? Nous allons maintenant
je n'ai pas fixé encore la constante de temps pour vous dire sa position. Si je suis à 1,9, ce que je dois avoir, c'est que ma constante de temps, selon la définition que j'ai introduite, doit se positionner à 92,3. D'accord? Donc, 92,3% pour un système autonome, ça me fait du 7,7% qui est le complément à 100 de cette expression-là, de cette valeur-ci. Donc, je vais chercher le 7,7%. 7,77, j'essaie de baisser un peu pour juste avoir le 7,7 à peu près. Donc, j'ai la constante de temps qui est à 0,0637. 0,0637, vous pouvez le voir également ici. La même expression qui a été calculée, on la positionne au pourcentage défini dans la table que j'ai introduite. D'accord? Pour, bien sûr, les coefficients d'amortissement dont la valeur est strictement supérieure à 1, donc les systèmes fortement amortis. À partir d'ici, je peux partir de cette valeur-là, qui est le temps de réponse calculé là, OK, et déduire tout simplement la pulsation naturelle qui va être oméga 1, que je vais appeler oméga 1, donné par le temps de réponse à 98, qui est cette valeur-là. Donc, je vais prendre d'abord le 13,823, 13,823 que je divise par cette valeur-ci. Ça me donne le oméga correspondant. Et comme il a été calculé de manière aléatoire, je viens chercher le oméga n correspondant et vous voyez que les valeurs sont quasiment identiques avec une grande précision. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous ai positionné la pulsation naturelle. Je voulais positionner plutôt la constante de temps de mon système. Je vous ai positionné également, je vous ai calculé la pulsation naturelle. Et puis, je pourrais également prendre d'autres exemples. Mais en tout cas, voici, pour ce qui est des systèmes dynamiques du second ordre, quelques caractéristiques qui sont extraordinaires. En tout cas, moi, quand j'ai écrit ça, quand j'ai découvert ça la première fois, ça m'a vraiment surpris, mais ça m'a réjoui en même temps que depuis le temps que je cherche à faire ce type de choses, que je puisse enfin les réaliser de manière concrète. Écoutez, vous vous posez peut-être une question, comment je suis arrivé à ce type de formule-là? En tout cas, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle vision qui m'a amené vers ceci, que je suis très content de partager avec vous. Je vous en dirai plus très bientôt, quand viendra le moment. Ne vous pressez pas. Et donc, en attendant, je reviens encore sur ce que je vous ai dit. Ce livre-là va paraître bientôt, donc préparez-vous à passer votre commande et je vous offrirai un marque-page qui va avec. Dans ce livre-là, je traite de beaucoup je traite des systèmes du premier et second ordre stables, donc à constante de temps strictement positive, uniquement avec l'approche temporelle. C'est pourquoi j'ai dit nouvelle vision, nouveau paradigme parce qu'il y a une nouvelle façon de penser les systèmes dynamiques. Et cette nouvelle façon de penser les systèmes dynamiques m'a conduit à élaborer de nouvelles méthodes pour la caractérisation des systèmes dynamiques. C'est ce que, par exemple, vous pouvez voir ici en termes de présentation des résultats en fonction de présentation des solutions de l'équation différentielle en fonction des coefficients d'amortissement. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle façon de présenter, notamment ici pour ce qui concerne le cas des systèmes fortement amortis avec les fonctions hyperboliques. Nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification de systèmes. Donc ça, c'est ce dont j'ai parlé pour les systèmes du premier ordre. J'ai introduit un nouveau critère d'identification. J'en ai parlé. Je vous invite à voir la vidéo correspondante. Dans le titre du livre, il y a aussi le design.
Donc, comment faire du design de système dynamique, ça aussi j'en ai parlé dans une vidéo précédente des systèmes du premier ordre. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Et finalement, la commande, parce que c'est ce qui va arriver plus tard, je vais vous montrer des correcteurs que je propose pour contrôler les systèmes dynamiques du premier et du second ordre d'une nouvelle manière. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, faites des commentaires, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Cela me permettra d'être plus visible. Donc, et puis, vous me supportez aussi par rapport à ce projet que j'ai. Vous m'aidez à soutenir ce projet. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie en ce qui concerne les systèmes dynamiques du second ordre. Je vous dis à très bientôt pour un autre chapitre de ces types de systèmes, pour une autre vidéo. Donc, restez connectés. Le top reste encore à venir. À très bientôt. Nyuendo jama nonotsidritu. Deus adianti na kusasturu kubona fasi mantenha para tudo. Allez, bye.